Merci beaucoup. Donc, je veux remercier en premier les deux organisatrices de m'avoir conviée à ce colloque. Donc, j'aimerais poursuivre la réflexion sur les remédiatisations des mythes en vous transportant du côté de l'œuvre intermédiale d'un couple d'auteurs-artistes de la première moitié du 20e siècle. L'œuvre littéraire et picturale de l'auteur, artiste et essayiste Claude Cahun, réalisée en grande partie en collaboration avec la peintre graphiste Moore, des années 1910 à 1950, s'inspire des mythes pour reconfigurer l'identité féminine à une époque marquée par les changements sociaux que vivent les femmes. Cahun, qui était aussi actrice de théâtre, se métamorphose sur le papier et la pellicule en une myriade de personnages dont plusieurs sont tirés des récits de l'Antiquité, mais pas exclusivement. Tour à tour, Méduse, Pénélope, Hélène de Troie, Salmacis, l'Androgyne, Ève, Salomé, ou encore dans un autre registre, Bouddha, dandy, gymnaste et aviatrice, Cahun se réinvente constamment sous le regard de sa complice Moore. Les personnages dont elle endosse le masque répètent inlassablement ses propres obsessions de l'identité multiple, de la tension entre le masculin et le féminin, ainsi que du croisement de l'Antiquité et de la modernité, du mythe et du personnel. Pour la majorité des autoportraits, et je mets auto entre parenthèses puisqu'ils ont été conçus à deux, donc pour la majorité des autoportraits et des textes de Cahun Moore, les reprises de figures mythiques mettent en relief le paradoxe d'une identité polymorphe qui valorise la marge. La réactualisation de mythes, particulièrement en ce qui a trait au féminin, habite tout un pan thématique de la littérature et des arts visuels du début du 20e siècle. Chez les femmes auteurs liées au modernisme, si on pense à Colette, Renée Vivien et Nathalie Barney, pour n'en nommer que trois, le récit rénove les modèles féminins et interroge les présupposés identitaires en ce qui concerne les images et les représentations du féminin dans le discours dominant. De nouvelles figures féminines font dès lors leur entrée en littérature et sur la place publique, telles que la New Woman ou la femme nouvelle dont parlait Pascal ce matin, et la garçonne, où elle côtoie des personnages mythiques, par exemple l'Androgyne, Sappho et l'Amazone. Les récits et figures mythiques faisaient alors l'objet d'une réécriture, les auteurs transgressant l'espace-temps de manière à intégrer à la réflexion identitaire l'imaginaire antique, revu à l'aune des préoccupations contemporaines. Afin d'échapper aux stéréotypes réducteurs associés au rôle et à l'image de la femme, les créatrices modernistes forgent une nouvelle fiction du soi en tant qu'autre, s'associant des personnages mythiques féminins pour se réinventer. Leur convocation entraîne ainsi dans son sillage une réflexion sur soi, motivée par le désir de confronter les anciennes images du féminin. Voilà. C'est dans cette perspective que je voudrais aborder plus particulièrement la figure de Méduse, qui possède, dans la démarche intermédiaire de Cahun Moore, le pouvoir de ressusciter d'un texte à l'autre, d'une image à l'autre. Par les diverses apparitions textuelles et visuelles de la Gorgone, Cahun et Moore tissent un réseau autoréférentiel allant de leur chronique de mode dans le phare la chronique de mode dans le Phare de la Loire, qui était le journal dirigé par le père de Claude Cahun, à un autoportrait de 1914, ainsi qu'au livre hybride Aveux non avenus, paru en 1930. Et Isabelle, si je peux te le demander, de le faire passer, parce qu'en fait, je parlerai seulement d'un photomontage et d'un extrait, donc vous pourrez en avoir une vision un peu plus globale. L'héritage du récit méduséen se décèle également dans l'iconographie du couple, par la force du regard que le spectrum dirige vers l'opérateur et à travers lui le spectateur ou la spectatrice. Cahun Moore intègre à leur démarche d'auto-représentation les grands traits du récit méduséen, tels la marginalité, la chevelure, le personnage d'une grande beauté métamorphosé en monstre, le motif du masque, le sentiment de peur et la fascination du regard. À travers 5 occurrences scripturaires et picturales de Méduse, nous verrons que son intervention contribue à la construction identitaire d'un sujet s'imaginant hors des codes traditionnels du féminin, dans une position marginale qui se renouvelle sans cesse. La réactualisation de Méduse dans l'écriture, le dessin et la photographie permet de performer l'identité comme un mouvement permanent plutôt qu'un état d'être et de mettre de l'avant différents possibles identitaires.
Alors, le premier renvoi textuel à Méduse survient en 1913 dans un article de la chronique de mode, donc du Phare de la Loire, tenu par Cahin sous le pseudonyme de M, et par Moore qui en assure l'illustration. Dans ses chroniques, M se met en scène comme une figure moderne, tâchant de bouleverser les idées reçues de son lectorat féminin sur l'image et la position des femmes dans la société. Les textes de M posent la question de la place laissée à la femme et du rôle attendu d'elle, parfois de manière détournée grâce au double sens ou à l'humour, d'autres fois sans détour. Le sujet de sa chronique, la mode, lui permet d'encourager les femmes à prendre une apparence hors norme, que ce soit en adoptant des modes inusités comme le kimono, ou en ajoutant à leur tenue des morceaux réservés aux hommes dont elles vantent le confort. Dans l'article en question, le chapitre des chapeaux, en discourant des possibilités de métamorphose offertes par la mode, Cahin affirme avec humour « Mais prenez garde, n'allez pas par mégarde vous faire la tête de Méduse. Vous riez, cela s'est vu, et je vois qu'il me faudra vous chapitrer souvent sur le chapitre des chapeaux. » Le jeu sur la sonorité, avec la reprise de syllabes et même de plusieurs syllabes consécutives, reflète le jeu inventé ici par Cahin, qui consiste à se faire la tête de Méduse, comme on s'amuserait à revêtir un masque en guise de déguisement. Le personnage de Méduse illustre un féminin non conventionnel qui aurait fonction de repoussoir, mais en le convoquant sur le mode de l'ironie, Cahin revendique ce contre-exemple. Le renouvellement de l'imaginaire du féminin passe ainsi par la valorisation d'une figure marginale, telle celle de Méduse qui vit en retrait de la société dans une grotte. Sa combinaison de la beauté et de la laideur, de l'effroi et du pouvoir, réévalue les codes de l'apparence et du rôle des femmes, d'où son apparition dans la chronique de mode. Un autre article intitulé « Sous le masque » inclut une année plus tard 2 dessins de Moore placés en médaillon au-dessus des colonnes de texte à gauche et à droite, qui donnent à voir une figure méduséenne au caractère effrayant qui se doublerait d'une tête de Janus, là, parce qu'on le voit un peu mal à cause de la qualité de la reproduction, mais donc le visage de Méduse s'insère entre 2 têtes qui se font dos. Alors, les 2 dessins s'approchent du masque de Méduse par les yeux inquiétants à la pupille et à l'iris totalement noir, et les cheveux dessinés par de larges traits pour ressembler à des serpents sans en être vraiment. On peut remarquer qu'il y a un pictogramme de serpent inséré à la toute fin du texte. Le dessin de face, donc la représentation frontale est sous la forme du médaillon, fait écho à la tête de Méduse décapitée par Persée qui orne le bouclier d'Athéna. La résurgence de Méduse dans l'imaginaire du couple est ici guidée par le motif du masque. Grâce à ce masque, le sujet peut modifier son identité ou en faire ressortir un trait précis, le déguisement venant libérer ce qui est normalement dissimulé. Donc, se faire la tête de Méduse, voilà justement ce que font les créatrices dans un autoportrait réalisé à la même époque que la chronique, vers 1914. Un négatif qui se trouve dans les archives du couple à Jersey, le voici, permet d'observer la scénographie de cette création où Cahin se transforme en Méduse. Là, je remarque qu'on le voit très mal, mais en fait, il y a un cadre blanc autour de la tête. On le voit beaucoup mieux à l'ordinateur, mais enfin. Donc, l'image originale, retouchée, donc il y a ce cadre blanc qui apparaît, permet de voir le recadrage qu'effectuent les photographes pour parvenir, grâce au cadre serré et au drap qui est monté jusque sous le menton, à détacher la tête du corps. Donc, je reviens ici. L'autoportrait de Cahin Moore, en montrant en gros plan le visage, suggère de fait un masque ou une tête tranchée, semblant se pétrifier soi-même autant que le regardant. Cahin Méduse n'a pas de corps ici, seulement un visage, comme c'était aussi le cas dans les dessins en médaillon dans la chronique, rendant le regard encore plus captivant pour le spectateur. La tête repose sur un oreiller où s'étalent les cheveux de telle façon qu'ils évoquent la chevelure de serpente de Méduse. La chevelure est un symbole important chez Cahin qui optait souvent pour une coupe encore plus radicale dans la vie de tous les jours que celle de la garçonne qui se répandait à l'époque en se rasant complètement les cheveux, tel que le rappelle la critique Gendoy, que je cite. Cahin's hair is never naked hair. When Cahin cuts her hair, it usually undermines traditional notions of femininity.
Hair needs to be kept in place, not just to preserve the boundaries of the body and the self, but also to play its part in fixing socio-cultural categories, the clean, the dirty, the ordered, the disorderly, the constrained, the sexually abandoned. Donc la chevelure de Méduse bouscule justement l'idée que les cheveux doivent être gardés en place. Dressés au-dessus du crâne, ils imposent une nature féminine incontrôlable, d'autant plus menaçante lorsqu'ils sont remplacés par des serpents, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici, l'image de la gorgone se conforme davantage à la représentation qu'en donne un certain nombre de femmes auteurs qui voient dans cette figure une force positive de pouvoir et de beauté, comme c'était le cas chez Hélène Cixous. Le visage de Caïn Méduse prend les traits du masque sous lequel se découvre ce qu'on peut appeler la tragique beauté de Méduse, selon les mots de Camille Dumoulier dans son article du Dictionnaire des mythes littéraires. Les textes antiques, dont les Métamorphoses d'Ovide, rapportent que Méduse serait victime du courroux d'Athéna qui aurait transformé son visage, autrefois beau, pour la punir d'avoir eu des relations sexuelles avec Poséidon dans son temple, et ce, malgré qu'elle ait été violée par celui-ci. L'autoportrait de Caïn Moore propose une version de Méduse à laquelle sa beauté aurait été restaurée, ou plutôt qui n'aurait pas encore été transformée en monstre, comme ce sera le cas 16 ans plus tard dans un photomontage d'Aveux non avenu. Donc, cette photographie que vous voyez refait surface dans la 8e planche photographique du livre surréaliste Aveux non avenu, conformément, donc, si c'est pas clair, en fait, c'est dans la partie inférieure droite, disons, qu'elle apparaît. Conformément à l'esthétique de la récupération et du collage des photomontages qui illustrent l'ouvrage, l'auteur et l'artiste tranchent elle-même la tête en la découpant de la photographie originale, un processus qui est mis en abîme par les ciseaux qui apparaissent en bas à gauche. Le pouvoir de cette Caïn Méduse ne disparaît pas une fois la tête coupée, comme dans le scénario mythique, tout comme Persée continuait à utiliser la tête décapitée de Méduse pour pétrifier ses adversaires, le regard de Caïn saisit ceux qui le croisent. Comparativement à l'autoportrait de départ, on remarque qu'un coup de crayon a été passé sur les cheveux afin d'accentuer la ressemblance avec les serpents. La figuration de Méduse se rapproche dès lors davantage de l'être d'une beauté monstrueuse qui provoque une peur panique chez celui qui le regarde. Ce photomontage redonne à la représentation méduséenne son aspect terrifiant de figure de l'autre effrayant, de la négativité absolue, pour utiliser l'expression de Camille Dumoulier, aspect effrayant qui est un peu édulcoré, pour ne pas dire carrément édulcoré, dans le premier autoportrait d'apparence plus douce. En effet, ici, la tête est apposée sur une radiographie d'une cage thoracique et entourée d'autres têtes, dédoublées, floues, distordues, à la peau arrachée, à côté d'un corps sans tête, d'une main tenant un fusil, d'un torse de femme au sein tranché et de tête d'oiseau à l'apparence carnassière. La position inversée de la tête augmente l'inconfort du spectateur face à cette image en figurant un univers onirique où la logique n'a plus cours. La tête inversée suggère l'autre côté du miroir, le renversement de sens, typique de ce que Caïn appelait son écriture au miroir, ou encore l'inversion de l'image dans la chambre noire. Ce photomontage reproduit une vision de cauchemar, certainement la plus horrifique du livre, qui évoque la fonction de Méduse chez Hésiode et Homère de, je cite, de gardienne des lieux terrifiants, soit des confins nocturnes du monde, soit des enfers. Et c'est bien des confins nocturnes qu'émerge ce photomontage qui réalise, après le premier autoportrait, la transformation de la jeune fille en monstre qu'Athéna fait subir à la Gorgone. Caïn Moore s'intéresse à l'altérité inhérente à cette figure, corollaire de sa monstruosité et de son pouvoir, comme le montre le texte d'Aveux non avenu, qui convoque à son tour Méduse dans un fragment intitulé « L'insensé ». Je cite « Je veux scandaliser les purs, les petits-enfants, les vieillards, par ma nudité, ma voix rauque, le réflexe évident du désir. Dans un miroir complaisant, Dieu sourit à sa bouche qu'il farde, j'entre, je m'interpose, jamais plus il n'oubliera que Méduse elle-même fut faite à son image. Confondus parmi l'invisible, vous tous les incrédules, vous me passerez à travers la poitrine sans vous blesser, sans le savoir. » Fin de la citation. L'identification de la voix narrative à Méduse renforce l'opposition
à ce qu'elle appelle les purs, c'est-à-dire ceux qui ne s'écartent pas de la doxa, ainsi qu'à Dieu, puisque Méduse a été victime non seulement de Poséidon, mais aussi de la déesse Athéna, qui lui enviait sa beauté. La voix à la première personne, en extrait, somme Dieu de reconnaître son individualité dissonante. Elle revendique son anormalité, voire sa monstruosité, bref, sa non-adhésion aux autres, avec un grand A, qui forme un ensemble homogène, qu'elle appelle vous tous, duquel elle détonne. Dans l'économie du livre surréaliste à Vernon Avenue, ce qui est étrange, hybride, hors norme ou singulier se voit accorder la primauté en regard de ce qui est conforme. Le récit nodal de Méduse laisse sur l'œuvre de Karen Moore un héritage qui dépasse l'apparition littéraire ou picturale ponctuelle du personnage, alors que l'imaginaire méduséen imprègne la mise en scène du regard. Les photographies et les photomontages retiennent en effet le plus souvent l'attention par le regard très franc et envoûtant de Caïn. Dans une large part des autoportraits, son regard fixe l'objectif de la caméra tenue par Moore, rappelons-le, et par-delà celle-ci, le spectateur, dès lors envoûté et happé par le sujet. Miroir de l'intériorité, le regard dirigé sur le spectateur invisible est souvent le punctum de la photographie dans leur œuvre. En tant que spectrum, pour utiliser les termes barthiens, Caïn possède le pouvoir méduséen de pétrifier celui qui croise son regard, ou du moins de l'immobiliser le temps de regarder l'image. Si Méduse est celle qu'on ne peut pas regarder, l'auteur et l'artiste forcent le destinataire à voir celle qui personnifie l'identité marginale en multipliant les fictions d'un soir revêtant divers masques, comme ceux de Méduse, de la garçonne ou parfois du vampire Nosferatu. À propos de la puissance du regard, Gendoy toujours soutient que la fictionnalisation de Méduse chez Karen Moore ne thématise pas tant la puissance mortifère que la possibilité d'attraper l'autre dans son regard. Donc, je la cite. This image of Caïn as Medusa is perhaps not about petrifying men, but attracting a woman or women. In the Medusa myth, the frontality of the gaze is significant, as is the role of the mirror or shield reflection. Donc, le pouvoir mortel de Caïn Méduse serait désamorcé par le médium photographique, qui a la fonction de bouclier, ou en fait de reflet. Donc, la fonction serait équivalente à celle du bouclier de Persée. Sur la surface photographique, la réflexion du sujet est devenue sans danger pour le regardant, puisqu'à la pétrification se substitue le pouvoir de fascination. Le thème central du mythe de Méduse, soutient Jean-Pierre Vernant, je le cite, est celui de l'œil, du regard, de la réciprocité du voir et de l'être vu. Une dialectique entre celle qui se donne à voir et celle qui la regarde s'instaure dans les autoportraits et les photomontages en raison de leur production à deux. C'est-à-dire que les photographies créées par le couple concrétisent la présence de l'autre qui est invisible dans la photographie, mais qui est interpellée par le regard du sujet vers le hors-champ, créant un subtil jeu de séduction entre les créatrices. Donc, je souscris ainsi aux propos de Danielle Méo lorsqu'elle affirme que, je la cite, « le regard adressé par Caïn hors champ peut convoquer la présence imaginaire de son ami, occupé à prendre la photographie. En dirigeant fréquemment son regard vers le hors-cadre, vers l'autre tenant l'appareil, le spectrum invite l'opérateur dans l'autoportrait. L'insistance du regard, planté directement vers l'objectif, a le pouvoir de conjurer la présence de celle qui se trouve juste derrière la caméra. Ainsi se veut-il profondément inclusif dans les photographies du couple de créatrices. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas dans ces occurrences textuelles et visuelles de Méduse de réécrire l'histoire de ce personnage, ce que Caïn a d'ailleurs fait pour d'autres figures féminines de l'Antiquité dans les nouvelles qui ont été regroupées sous le titre « Héroïne ». Caïn et Moore font intervenir la Gorgone dans leur démarche intermédiaire pour imposer un féminin puissant et paradoxal. La récupération de Méduse d'un média à l'autre donne à voir la transfiguration de la jeune fille en monstre et insiste sur la possibilité pour le sujet féminin d'user de sa force en revêtant le masque de Méduse. La réactualisation de ce mythe chez Caïn Moore renforce la construction identitaire du sujet qui performe son identité en l'ancrant dans l'altérité.
En s'imaginant autre, le sujet investit volontairement la marge, celle du texte lui-même parfois, lorsque quelqu'un écrit dans Aveu non avenu, post-scriptum, à présent, j'existe autrement. Le sujet exprime son incapacité à se concevoir sans une part d'altérité, considérant que, comme le note Jean-Pierre Vernant, la face de Gorgo est l'autre, le double de vous-même, l'étrange. Conjurer Méduse revient à constater l'horreur, je cite, l'horreur terrifiante d'une altérité radicale à laquelle vous allez vous-même vous identifier en devenant Pierre. Donc, si Méduse interroge notre regard sur l'autre, Karen Moore, elle, dévoile l'autre au cœur du soi. En captivant l'attention de celui qui pose les yeux sur le sujet, elle le force à reconnaître sa différence fondamentale, son altérité radicale. Ainsi pourrait-on avancer que la figure de Méduse métaphorise l'identité octoriale du couple Karen Moore. L'auteur et l'artiste adoptent une position inter en élaborant leur œuvre en marge des mouvements littéraires et artistiques, dans l'entre-deux des formes, des genres, des médias et des identités. À cette distinction près, par rapport à Méduse, que l'altérité de Karen Moore ne l'aurait pas imposée, elles en font une part fondamentale de l'identité du sujet comme de celle de l'œuvre, et l'expose au lecteur-spectateur qui ne peut dès lors l'ignorer. Je vous remercie.